je m'appelle Dimitri Pureur, je suis interne au CHRU de Besançon. Donc merci à la FEF et au réseau Jeunes de me permettre de vous présenter l'intérêt des facteurs de croissance dans les maladies hépatiques. Donc comme vous le savez, la cirrhose a un pronostic péjoratif. À gauche, je vous ai mis des courbes de survie globale sur l'histoire naturelle de la cirrhose sur 20 ans selon D'Amico. Donc en bas, vous avez la cirrhose... j'ai pas la souris. Bon, tant pis. La courbe de bas, vous avez la cirrhose compensée, qui a une médiane de survie d'environ d'un peu plus de 15 ans. Et lorsqu'il y a de la cystite ou une rupture de varices œsophagienne, la cirrhose est décompensée et la survie médiane tombe à un peu moins de 2 ans. Comme vous le savez, le seul traitement curatif des maladies hépatiques chroniques avancées, c'est la transplantation hépatique. Et une des principales limites de cette transplantation est la pénurie des greffons. Et les sujets qui sont en attente sur liste se voient greffer d'une mortalité importante. À droite, vous avez les données extraites de la base Cristal sur l'incidence cumulée des décès en attente ou de sortie de liste pour aggravation, en fonction du temps et en fonction du MELD. Et pour des patients avec un MELD entre 35 et 40, à 3 mois, vous avez cette incidence qui monte à 26%. Donc, il est dans notre intérêt de trouver des pratiques pour suppléer soit la transplantation hépatique, soit pour diminuer la mortalité en attente de liste. Un point de physiopathologie sur la régénération hépatique. En cas d'agression modérée comme une hépatectomie partielle, vous avez la production de cytokines d'une part comme l'interleukine 6 ou le tumeur necrosis alpha et la production de facteurs de croissance comme l'épidermal growth factor ou l'hépatocyte growth factor, qui vont être produits par les hépatocytes et les cellules non parenchymateuses du foie, et vont induire une prolifération compensatoire. Cette prolifération compensatoire passe aussi par une hypertrophie, une hyperplasie des hépatocytes, et ainsi restaurer une masse tissulaire fonctionnelle du foie. Le souci, c'est que cette prolifération compensatrice est très dépassée lorsque l'agression devient massive et aiguë. Et elle est dépassée aussi lorsque l'agression se chronicise, comme dans la cirrhose. Et donc, il y a d'autres mécanismes qui rentrent en jeu. On a décrit dans des modèles expérimentaux de souris qu'il y avait, lorsqu'il y avait une agression des cellules biliaires assez importante, les hépatocytes pouvaient se redifférencier en cholangiocytes et vice-versa. D'autres modèles expérimentaux de souris ont montré que lors d'hépatites fulminantes, il y avait des cellules hépatiques progénitrices qui sont localisées dans les canaux de Hering qui pouvaient se différencier en hépatocytes et en cholangiocytes. Ces cellules ont d'ailleurs des marqueurs histologiques en commun avec les cellules souches de la moelle osseuse. Et ces cellules souches de la moelle osseuse, et les cellules souches mésenchymateuses sont des cellules qui peuvent être isolées des cellules souches de la moelle osseuse et qui ont une capacité de différenciation, de prolifération anti-inflammatoire et antifibrotique assez intéressante. De plus, lorsqu'on administre du G-CSF, on peut mobiliser ces cellules souches de moelle osseuse. Et là, donc, pour représenter un peu tout ce que j'ai dit au point de vue de physiopathe, vous avez l'administration de G-CSF qui peut mobiliser ces cellules souches de la moelle osseuse et qui vont aller coloniser le foie via la circulation systémique et ainsi se différencier en cellules progénitrices hépatiques et elles-mêmes qui peuvent se différencier en hépatocytes et en cholangiocytes. Donc là, je vais vous présenter les différentes études sur les 15 dernières, environ 10 dernières années, les principales en tout cas, dans le cas d'utilisation du G-CSF dans la cirrhose décompensée, dans l'hépatite alcoolique aiguë sévère, et puis aussi dans la CLF. Donc cette première étude de 2 en 2020 a comparé l'intérêt de l'utilisation du G-CSF par rapport à un traitement médical standard sur 100 patients avec une cirrhose décompensée, dont les causes principales étaient l'alcool et la nage. Le G-CSF était introduit périodiquement pendant 1 an. Il y avait dans cette étude un effet bénéfique du G-CSF à 12 mois sur la survie, qui était le critère de jugement principal. Et vous le voyez, 74%
au bout de 12 mois dans le bras GCSF contre 42% de patients dans le groupe traitement médical standard. Ce qui est important de remarquer dans les critères de jugement principal, dans le critère de jugement secondaire en noir, c'est que l'incidence des infections était réduite de moitié et que l'inscription sur liste de greffe était réduite de 70%, de manière significative. Maintenant, un mot sur l'hépatite alcoolique aiguë sévère. Donc, il y a une méta-analyse qui est apparue ces 2 derniers mois sur 7 études randomisées à travers le monde qui comparaient l'intérêt de l'utilisation du GCSF contre un placebo ou la pentoxifilline. L'analyse de ces 7 études poolées était très hétérogène, ce qui rendait difficilement l'étude interprétable. Par contre, quand on s'intéresse aux sous-groupes et qu'on analyse les sous-groupes de manière géographique, eh bien, on trouvait un effet bénéfique du GCSF à 3 mois dans les 5 études asiatiques sur la survie, avec un odds ratio encadré en rouge, c'est à gauche, à 0,15, et une incidence des infections diminuée avec un odds ratio à 0,12, contrairement aux 2 études européennes, où on trouvait un odds ratio égal à 1,89. Ce qu'on peut dire, c'est que les études asiatiques avaient des biais importants, notamment concernant les petits effectifs. Une autre étude intéressante concernant l'utilisation du GCSF dans l'achat sévère non répondeur aux corticoïdes, c'est-à-dire avec un score de Lille supérieur à 0,45 à J7 des corticoïdes. Donc c'était une étude sur 28 patients, donc 14 dans le bras GCSF contre placebo avec 14 aussi de patients. Et il y avait un effet non significatif du GCSF à 28 jours sur la survie, qui était le critère de jugement principal. Par contre, quand on s'intéresse aux critères de jugement secondaire, on avait quand même un effet bénéfique du GCSF à 3 mois sur la survie, l'incidence des infections et l'amélioration du MEL. Un petit mot sur l'acute and chronic liver failure. Donc, vous savez, c'est une défaillance multiviscérale où il y a une dysfonction neutrophilique qui fait que c'est le lit souvent de sepsis sévère. Et là, c'était une étude sur 47 patients avec une ACLF qui comparait l'intérêt de l'utilisation du GCSF versus un placebo sur 47 patients. Et donc, du coup, on retrouvait un effet bénéfique du GCSF à 2 mois sur la survie, qui était le critère de jugement principal, avec 70% de patients à 2 mois dans le bras GCSF contre environ 30% dans le bras placebo. Les auteurs expliquaient, notamment pour cet effet, c'était que d'une part, comme je vous ai expliqué, il y a une régénération hépatique qui se met en place avec l'injection du GCSF, et d'autre part, le GCSF en lui-même, vous le savez, agit sur la moelle osseuse en relarguant dans la circulation systémique des neutrophiles fonctionnels. La dernière étude sur la CLF que je vais vous présenter, c'est une étude allemande de 2019 qui voulait analyser, qui a analysé 163 patients avec une ACLF qui a été précipitée par des infections et ou une hépatite alcoolique aiguë sévère, et la plupart des patients avec une ACLF de grade 1, et comparer l'intérêt d'utilisation du GCSF par rapport à un traitement médical standard. Malheureusement, il y avait un effet non significatif du GCSF à 90 jours sur la survie sans transplantation hépatique, qui était critère de jugement principal, et l'étude a été arrêtée pour futilité. Un petit mot sur la sécurité d'utilisation du GCSF. Donc, c'est très utilisé en onco-hématologie, et ce qui est reporté, c'est surtout des douleurs musculo-squelettiques, des céphalées, de la fatigue, des douleurs abdominales. Et puis il y avait aussi un effet d'augmentation du volume de la rate, plus de 12 cm, qui pouvait être inquiétant, mais qui régressait assez fréquemment au bout de 1 à 5 jours après l'injection. En conclusion, la transplantation hépatique est le seul traitement efficace à long terme de l'insuffisance hépatique sévère. La pénurie de greffons doit faire rechercher d'autres alternatives. La régénération hépatique est souvent dépassée en cas de cirrhose décompensée, d'hépatite alcoolique aiguë sévère, d'ACLF, et en cas de régénération hépatique dépassée, le GCSF pourrait permettre de restaurer la prolifération hépatocytaire chronologicytaire, de restaurer la dysfonction des neutrophiles, et ainsi de réduire la survenue des infections,
et d'améliorer ainsi la survie chez les patients dans ces situations. Cependant, comme je vous l'ai cité, il y a de nombreuses controverses. Le biais des études était important au niveau des petits effectifs, que les traitements standards asiatiques, notamment dans la HAA sévère, où ils n'utilisent pas forcément des corticoïdes, ce qui est recommandé chez nous en France. L'étude de Marot, qui était donc la méta-analyse, vous a montré qu'il y avait une forte hétérogénéité, donc difficilement interprétable. Et puis l'étude allemande qui a dû être arrêtée avant son terme. Et puis je ne vous ai pas montré, mais il y a une étude rétrospective indienne sur 754 patients qui ne montrait pas de bénéfice sur la survie sous GCSF dans les CRS décompensées. Donc il y a d'autres études qui vont être achevées là en fin d'année, dont l'étude Gracia, qui est une étude mexicaine, je crois. Et donc il faudrait plus large échelle ou bien d'autres traitements, comme les inhibiteurs du TLR4 dans les modèles de souris imitant la SLF, ça a l'air d'être pas mal. Voilà, merci à vous.